Dans l'Europe médiévale, lorsque le vent d'hiver hurlait à travers les villages et que les tempêtes balayaient les campagnes, les paysans se blottissaient dans leurs modestes chaumières, priant pour que leur toit de chaume tienne bon. Imaginez une nuit glaciale du XIVe siècle. La tempête fait rage depuis des heures. Soudain, un craquement sinistre déchire l'obscurité. Les poutres de chêne cèdent sous la force du vent. En quelques secondes terrifiantes, le toit s'effondre, exposant toute une famille aux éléments déchaînés. Comment survivait-on à une telle catastrophe dans un monde sans assurance, sans service d'urgence, sans les filets de sécurité que nous tenons pour acquis aujourd'hui? Vous allez découvrir la toile complexe d'obligations légales qui transformaient ce désastre en menace existentielle, les réseaux d'entraide qui constituaient leur seule véritable sécurité et les stratégies de survie développées par des générations de paysans. Au-delà des récits romantiques du Moyen Âge, voici la réalité humaine de la résilience médiévale. Une histoire de vulnérabilité, de solidarité communautaire et d'ingéniosité face à l'adversité. La demeure typique d'un paysan médiéval était une structure modeste, construite selon une technique qu'on appelait la charpente à crux. Des charpentiers sélectionnaient un chêne avec une grosse branche inférieure. Après avoir abattu l'arbre et équarri le tronc, ils le sciaient verticalement en deux, créant une paire de poutres naturellement courbées. Les crux, qui se penchaient l'une vers l'autre pour former le faîte du toit. Ces crux servaient de structure porteuse principale, transférant le poids du toit directement au sol. Cette conception, qui remonte au IVe siècle dans le Buckinghamshire, permettait de créer des espaces intérieurs ouverts, sans colonne de soutien. Le matériau de couverture le plus répandu était le chaume, de la paille, des roseaux, du blé, du seigle, ou un mélange appelé masselin. Les preuves archéologiques révèlent des détails fascinants. Dans le sud de l'Angleterre, plus de 250 bâtiments conservent encore du chaume datant de l'époque médiévale, avec des couches de base appliquées il y a plus de 500 ans. Sur certains toits datant des XIVe au XVIe siècle, on trouve du chaume d'une épaisseur allant jusqu'à 7 pieds, plus de 2 mètres. Traditionnellement, on ne retirait que la couche de surface avant de rechaumer, ce qui menait à cette accumulation progressive au fil des générations. Les murs étaient en torchis, un mélange d'argile, de terre, de sable et de paille, appliqué sur un lahti de bois. Pour les régions disposant de carrières locales, comme le pays de Galles ou le nord de l'Angleterre, on trouvait des toits en dalles de pierre ou en ardoise, mais leur coût élevé les réservait aux ménages aisés. Ces maisons de chaume mesuraient environ 36 pieds sur 15, soit 11 mètres sur 4,5. À l'intérieur, une seule pièce abritait la vie entière de la famille. Le sol était de terre battue. La ventilation, quasi inexistante. Les fenêtres, rares et petites. Au centre, un âtre constituait le cœur de la maison. Dans nombre de ces demeures, il n'y avait même pas de cheminée. La fumée s'échappait par un trou dans le toit où se frayait un chemin à travers le chaume. Un ménage paysan moyen comptait entre 6 et 8 personnes, parfois jusqu'à 12. Nous parlons non seulement des parents et de leurs enfants, mais aussi de parents âgés, de frères et sœurs, voire de neveux et nièces. À Saint-Germain-des-Prés, selon les registres de 809 à 839, près de la moitié des ménages étaient des familles multiples, certaines englobant 3 générations. Tous dormaient sur une seule paillasse ou sur de minces nattes rembourrées de laine, de foin ou de mousse. Imaginez 8 personnes serrées les unes contre les autres. La notion de vie privée telle que nous la concevons, elle n'existait tout simplement pas. Ces toits de chaume, bien qu'abondants et économiques, présentaient une vulnérabilité majeure. Les vents violents pouvaient arracher le chaume par larges plaques. La pluie ou la neige lourde
risquait de gorger le matériau d'eau, augmentant son poids et pouvant provoquer l'effondrement. Une croyance historique affirmait que ces maisons n'étaient pas construites pour durer plus d'une génération. Les preuves récentes ont réfuté cette idée. Des milliers de maisons médiévales ordinaires sont encore debout. Le facteur déterminant ? La chute des salaires réels au XIIIe siècle encouragea les paysans à réparer leurs constructions plutôt que de les remplacer. Avec un entretien approprié, ces structures pouvaient traverser les générations. Les chroniques médiévales nous offrent des témoignages saisissants de catastrophes. L'un des désastres les plus dévastateurs survint vers l'heure des Vêpres en l'an 1362. Les chroniqueurs parlent de ce qu'on appela le Groot Mandrenke, littéralement la grande noyade des hommes. Écoutez leur description. Les maisons et les bâtiments, pour la plupart, s'effondrèrent au sol. D'autres eurent leurs toits arrachés par la force des vents. Les clochers d'église, les moulins à vent et de nombreuses maisons d'habitation s'écroulèrent. En Angleterre, les dégâts furent considérables, mais l'impact fut encore plus meurtrier aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark, où les ondes de tempête emportèrent des villes entières. Des dizaines de milliers de personnes périrent cette nuit-là. Mais ce n'était pas un événement isolé. En l'an 1091, un tourbillon violent venant du sud-ouest s'abattit sur Londres. Plus de 600 maisons furent démolies, ainsi qu'un grand nombre d'églises. La force du vent précipita 6 chevrons de 27 à 28 pieds de long, plus de 8 mètres, profondément dans la terre. 2 hommes furent tués. En janvier 1548, un coup de vent arracha la grande flèche plaquée de plomb de la cathédrale de Lincoln. Cette flèche n'était pas n'importe quelle structure. De 1311 à 1548, elle avait été le bâtiment le plus haut du monde, dépassant même la grande pyramide de Gizeh. Si une cathédrale de pierre pouvait subir de tels dommages, qu'en était-il des humbles chaumières paysannes? À partir du XIVe siècle, les températures se refroidirent en Europe. Les années 1430 connurent une période extrêmement froide. Dans ce contexte, les tempêtes hivernales devenaient doublement dangereuses. Lorsqu'une tempête estivale arrachait un toit, la famille pouvait au moins survivre sans risque immédiat de gel. Mais en hiver, l'exposition aux éléments glacés pouvait tuer en quelques heures. De plus, le feu qui brûlait continuellement dans l'âtre durant l'hiver servait de source de chaleur, de cuisson et de rassemblement social. Si la tempête éteignait ce feu, la famille perdait sa source de vie. Le bois de chauffage était une denrée vitale. En manquer au milieu de l'hiver pouvait être aussi fatal que manquer de nourriture. Pour les familles médiévales, la perte d'un toit n'était pas un désagrément. C'était une menace existentielle immédiate. Le vent hurle, les poutres craquent. Soudain, le toit cède. Dans l'obscurité quasi totale, la confusion et la terreur règnent. Des chevrons de chêne massifs s'abattent sur les occupants. Les blessures vont de contusions à des fractures graves. Les familles doivent s'assurer que chacun est vivant. Les cris des enfants terrifiés se mêlent aux appels anxieux des parents. Mais le temps presse. En pleine tempête hivernale, avec le vent glacial balayant l'intérieur de la maison, rester sur place signifie s'exposer à la mort par hypothermie. Nous ne parlons pas de 2 adultes à reloger, mais d'une maisonnée entière, 6, 8, parfois 12 personnes. Parmi elles, des nourrissons, des jeunes enfants, des personnes âgées. Chacun doit être évacué dans la tempête déchaînée, dans l'obscurité, vers un lieu sûr. Que sauver des possessions? Les outils agricoles représentent les moyens de production essentiels. Les réserves de nourriture, grains, légumes conservés, viande salée, constituent la différence entre survie et famine. Les vêtements, les couvertures, la marmite, même les petites quantités de matériel de couchage valent la peine d'être récupérées.
Il faut prendre des décisions déchirantes. Qu'est-ce qui est accessible? Qu'est-ce qui peut être transporté? Les familles paysannes dépendaient de leur bétail. Selon la prospérité, il pouvait y avoir des poules, un cochon, peut-être une vache. Ces animaux dormaient souvent dans la même structure. Perdre un cochon ou une vache représentait un désastre économique qui pouvait prendre des années à surmonter. Le feu de l'âtre brûlait continuellement durant l'hiver. Si les braises pouvaient être sauvées, transportées vers le refuge temporaire, cela représentait un avantage considérable. Rallumer un feu à partir de rien, partant de tempêtes, avec des matériaux mouillés, constituait un défi redoutable. Où aller? Dans un petit village, les options étaient limitées mais évidentes. La famille devait se tourner vers ses voisins immédiats. Cela nous conduit au réseau de soutien qui constituait la véritable sécurité sociale du monde médiéval. Lorsque le toit s'effondrait, la famille savait vers qui se tourner. Les réseaux de soutien dans le monde médiéval n'étaient pas des abstractions bureaucratiques, mais des liens humains concrets. Les ménages médiévaux s'inséraient dans des réseaux familiaux étendus. Les frères et sœurs, une fois mariés, s'installaient dans le même village. Les cousins vivaient à quelques maisons. Ces liens créaient des obligations réciproques concrètes. Un frère dont le toit s'effondrait pouvait compter sur l'accueil de sa sœur. Les liens du sang signifiaient qu'on ne laissait pas sa famille mourir de froid. Imaginez la scène. Au milieu de la nuit, dans la tempête hurlante, une famille de 8 personnes frappe à la porte de la maison de leur sœur mariée. Les enfants trempés tremblent de froid. Les parents portent ce qu'ils ont pu sauver, quelques couvertures mouillées, un sac de grains, peut-être la marmite familiale. La porte s'ouvre. Malgré l'heure tardive et le désarroi, l'accueil est immédiat. Il n'y a pas de question sur la durée du séjour, pas d'hésitation. La famille entre. Une fois arrivée chez ses parents, il fallait réorganiser l'espace. La maison d'accueil abritait déjà 6 à 8 personnes. Maintenant, il fallait y faire tenir 6 à 8 personnes supplémentaires. Imaginez 12 à 16 personnes entassées dans 11 mètres sur 4,5. Les corps se pressaient les uns contre les autres sur le sol. La chaleur corporelle devenait une ressource partagée. Dans le froid mordant de l'hiver médiéval, cette proximité forcée n'était pas seulement un inconvénient, mais une nécessité pour la survie. Les couvertures étaient redistribuées. Les enfants dormaient ensemble, serrés comme des sardines. Les adultes prenaient leur tour près de l'âtre, veillant à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Mais l'entraide allait au-delà de la famille. Les sources historiques témoignent. Tous les voisins aident à construire la maison, et entre-temps, la famille est logée gratuitement par les voisins. Ce n'était pas de la charité. C'était une obligation réciproque, ancrée dans la compréhension que chacun pouvait faire face à la même catastrophe. Cette compréhension n'était pas théorique. Dans un village médiéval typique, pratiquement chaque famille avait vécu ou verrait un effondrement de toit au cours de sa vie. Les tempêtes ne discriminaient pas. Le paysan le plus diligent, qui entretenait son toit avec soin, pouvait voir son travail anéanti par un vent exceptionnellement violent. Ainsi, aider son voisin aujourd'hui n'était pas de l'altruisme abstrait. C'était un investissement dans sa propre sécurité future. Les chroniques documentent ce qui se passait lors d'un incendie. Tous donnent quelque chose à la famille qui en a souffert. Un chaudron, un drap de lit, une chaise, et ainsi de suite. Chaque famille du village contribuait selon ses moyens. Petit à petit, le ménage sinistré reconstituait les bases nécessaires. Un voisin apportait une couverture de laine qu'il pouvait épargner. Un autre donnait un pot de terre cuite. Un troisième offrait quelques boisseaux de grains. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, était précieuse. Qu'est-ce qui motivait cette générosité dans une société
où chacun vivait à la limite. Tout le monde savait qu'il pouvait être le prochain. La tempête ne faisait pas de distinction. En aidant son voisin aujourd'hui, on créait une obligation réciproque qui fonctionnerait comme une assurance informelle. Pour les artisans et marchands appartenant aux guildes, une protection supplémentaire existait. Les statuts stipulaient « si la maison d'un frère brûle, ou s'il a perdu son navire, ou a souffert lors d'un voyage de pèlerin, tous les frères doivent venir à son aide. » Les membres contribuaient collectivement pour aider celui qui avait subi un malheur. Les guildes médiévales étaient bien plus que des associations professionnelles. Elles constituaient des réseaux de sécurité sociale sophistiqués. Lorsqu'un charpentier membre de la guilde voyait sa maison s'effondrer, ses frères de guilde se mobilisaient. Non seulement ils apportaient leur expertise technique, cruciale pour une reconstruction correcte, mais ils contribuaient aussi financièrement. Les coffres de la guilde pouvaient débourser des fonds pour acheter des matériaux. Les membres donnaient de leur temps, travaillant côte à côte pour reconstruire la demeure de leurs frères. Cette solidarité de guilde s'étendait au-delà du membre lui-même. Si un artisan mourait, laissant une veuve et des orphelins, la guilde continuait à les soutenir. Elle organisait des funérailles dignes. Elle versait des pensions aux veuves. Elle prenait des apprentis orphelins sous son aile, assurant qu'ils apprennent un métier. Mais héberger une famille supplémentaire pendant des jours, voire des semaines, créait des pressions. Les ressources alimentaires devaient nourrir le double de bouches. Dans une économie de subsistance, où les familles produisaient à peine assez pour se nourrir elles-mêmes, partager avec 8 personnes supplémentaires n'était pas anodin. Les réserves de grains diminuaient, visiblement. Le bacon salé, qui devait durer jusqu'au printemps, s'épuisait plus rapidement. Les femmes portaient un fardeau particulier, cuisiner pour tout ce monde avec des ressources limitées, gérer les tensions de tant de personnes dans un espace confiné. Elles diluaient les ragoûts avec plus d'eau, ajoutèrent des herbes et des légumes pour étendre les plats, rationnaient discrètement, s'assurant que les enfants et les personnes âgées mangeaient d'abord. La famille déplacée savait qu'elle devait contribuer pour ne pas être perçue comme un fardeau pur. Les hommes travaillaient pour leur hôte. Les femmes aidaient à la cuisine, au lavage, à la couture. Maintenir sa dignité tout en acceptant l'aide nécessaire exigeait une navigation sociale délicate. Mais si les réseaux communautaires offraient un soutien essentiel, une autre force exerçait une pression opposée, le système seigneurial et ses obligations légales implacables. Pendant que la famille se blottissait chez ses voisins, une ombre menaçante planait. Le régime seigneurial. La vaste majorité des paysans ne possédaient pas leurs terres. Ils les tenaient d'un seigneur selon diverses formes de tenure. Tous devaient travailler la terre du seigneur avant la leur. Tous devaient remplir d'autres besoins de main-d'œuvre, ramasser du bois, creuser des fossés, réparer les routes et les bâtiments. Mais ce n'est pas cette obligation qui créait la crise immédiate. Les terres et maisons étaient strictement soumises à l'obligation de les maintenir en bon état de réparation. Cette phrase sèche cachait une réalité brutale. Le manquement aux réparations était l'une des infractions à la loi seigneuriale qui justifiait la révocation de la concession et la reprise de possession du tenement par le seigneur. Saisissez-vous l'implication? Si un paysan ne maintenait pas sa maison en bon état, même si l'effondrement résultait d'une tempête hors de son contrôle, le seigneur avait le droit de reprendre la terre. Perdre son tenement signifiait perdre le droit de cultiver, perdre les moyens de subsistance, perdre tout. Pour une famille paysanne, c'était la différence entre la pauvreté et la famine. Les cours seigneuriales
se réunissaient régulièrement pour s'assurer que les tenanciers remplissaient leurs devoirs. Elles surveillaient les obligations de réparation, imposaient des pénalités allant de l'amende à l'éviction. Pour la famille dont le toit venait de s'effondrer, l'horloge tournait. Avant la prochaine réunion de la cour, le toit devait être réparé. L'échec n'était pas une option. Imaginez la pression. Vous êtes entassé chez votre beau-frère, dormant sur le sol avec 15 autres personnes. Et pendant tout ce temps, vous savez que dans 2 semaines, 3 semaines tout au plus, le bailli du Seigneur passera pour inspecter. S'il trouve votre maison toujours en ruine, le Seigneur peut légalement vous expulser. Cette menace n'était pas théorique. Les registres des cours seigneuriales regorgent de cas d'expulsion pour défaut d'entretien. La famille paysanne typique vivait au bord de la subsistance. Seuls environ 20% des familles rurales possédaient assez de terre pour se nourrir. Le reste dépendait de maigres salaires. Maintenant, cette famille devait faire face au coût d'une reconstruction majeure. Au Moyen Âge, les coûts de main-d'œuvre représentaient environ 83% du coût global, vers 1400, contre 70% de nos jours. Au milieu du XIVe siècle, un maître charpentier gagnait 3 pence par jour. Un maître maçon, 4 pence. Le paysan moyen gagnait quelques pence par jour. Une habitation paysanne très basique valait plusieurs semaines à plusieurs mois de salaire. Mais les autres obligations ne disparaissaient pas. Il fallait toujours payer le loyer au Seigneur. Il fallait toujours verser la dîme à l'Église, 10% de la valeur de ce que la famille produisait. Il y avait des charges supplémentaires pour l'utilisation du moulin, du four, du pressoir à vin. Aucune de ces obligations ne s'arrêtait parce qu'un toit s'était effondré. Comment se permettre de réparer tout en continuant à payer ces charges? La réponse cruelle est que beaucoup ne le pouvaient pas sans s'endetter profondément. Certaines vendaient des possessions précieuses, compromettant leur capacité productive future. Un paysan pouvait vendre son cochon, l'animal qu'il avait engraissé pendant des mois. Cette vente apportait des fonds immédiats, mais condamnait la famille à une alimentation plus maigre dans les mois à venir. D'autres empruntaient. Les taux d'intérêt pouvaient être exorbitants. Un prêt contracté dans la détresse, quand on n'avait aucun pouvoir de négociation, pouvait enchaîner une famille pendant des années. Pour beaucoup, la perspective était sombre. Si l'effondrement survenait en hiver, le printemps et la saison des semailles approchaient. Sans base domestique sécurisée, comment gérer les travaux agricoles? Les semailles ne pouvaient être retardées. Chaque jour de retard signifiait une productivité perdue, créant une crise en cascade. La famille se trouvait prise entre 2 forces, l'entraide qui permettait la survie immédiate et les exigences légales qui menaçaient l'avenir. Remarquablement, ce système avait aussi un effet positif à long terme. L'obligation stricte de maintenir les réparations assurait que le stock de logements était entretenu. Le système créait des incitations puissantes pour ne pas négliger l'entretien préventif. Mais dans l'immédiat, l'urgence était de trouver les moyens de reconstruire avant que la cour seigneuriale ne se réunisse. Cela nous amène à un autre défi. Où obtenir les matériaux? Pour reconstruire, il fallait des matériaux, du bois pour le cadre, du chaume pour la couverture. Mais au Moyen Âge, obtenir du bois n'était pas simple. Un système complexe de lois forestières contrôlait l'accès aux ressources naturelles. Les lois forestières féodales interdisaient non seulement la chasse, mais aussi la coupe de bois ou la collecte de bois tombé. Ces lois représentaient des restrictions sévères. Les vastes étendues boisées qui entouraient les villages étaient effectivement interdites. Les paysans n'avaient pas le droit d'utiliser le bois des forêts sans permission. Mais les paysans avaient besoin de bois pour survivre. Ce conflit se résolvait par un système de droits coutumiers limité. Le housebot accordait le droit de prendre du bois pour maintenir les maisons en bon état. Le highbot permettait de prendre du bois pour les clôtures. Le cabliche
accordait le droit de collecter les branches tombées. Les stovers couvraient la collecte de bois de chauffage. Ces droits étaient régulés par les cours seigneuriales. Ils pouvaient être saisonniers, limités par quantité ou soumis à des amendes. Le bois de construction ne pouvait être brûlé comme bois de chauffage. Les utilisations étaient strictement séparées. La famille devait naviguer dans un processus bureaucratique. Le chef de famille devait approcher le seigneur pour demander l'accès au bois. Cette pétition devait démontrer que l'effondrement ne résultait pas de négligence. Si le seigneur pensait que la famille avait laissé le toit se détériorer par paresse, il pourrait refuser l'accès et initier une expulsion. Si le seigneur était clément, et beaucoup l'étaient car un tenancier expulsé signifiait une perte de revenus, il pourrait accorder l'accès au bois endommagé par la tempête. La tempête avait probablement abattu des arbres ou arraché des branches, créant le type de bois que le câbliche permettait de collecter. Mais le seigneur pourrait aussi exiger un paiement, ajoutant au fardeau financier. Une fois la permission obtenue, la famille devait aller chercher le bois. Identifier les bons arbres demandait de l'expertise. Pour réparer un cadre de croc, il fallait trouver du chêne avec la bonne courbure naturelle. Un charpentier expérimenté accompagnait souvent la famille dans la forêt, scrutant les arbres tombés, cherchant cette courbe caractéristique formée par le tronc et une grosse branche. Le bois devait être sain, sans pourriture ni fissure profonde. Un arbre apparemment robuste pouvait cacher des défauts internes qui le rendraient inutilisable. Transporter le bois de la forêt au village exigeait un effort considérable. Des poutres de chêne massives pesaient des centaines de livres. Il fallait plusieurs hommes pour porter une seule poutre. Si la forêt se trouvait à 1 ou 2 lieues du village, le transport pouvait prendre une journée entière. Les hommes portaient les poutres sur leurs épaules, s'arrêtant fréquemment pour se reposer. Si la famille possédait un bœuf et une charrette, le travail était facilité, mais la plupart des familles paysannes n'avaient pas ces ressources. Les charrettes appartenaient souvent aux paysans plus aisés, et il fallait négocier leur emprunt, créant une nouvelle obligation. Le travail forestier lui-même comportait des dangers. Équarrir les troncs avec des haches et des scies manuelles exigeait force et coordination. Un coup de hache mal dirigé pouvait blesser gravement. Les arbres tombés pouvaient rouler de manière imprévisible. Les hommes travaillaient avec prudence, mais les accidents survenaient. Une blessure grave durant cette phase ajoutait une nouvelle crise à celle déjà en cours. Tout ce processus prenait du temps, des jours, peut-être des semaines, pendant lesquelles la famille restait déplacée, anxieuse de commencer avant que la cour ne se réunisse. L'ironie était cruelle. Le système légal exigeait des réparations rapides tout en rendant l'accès aux matériaux lents et compliqués. Pour le chaume, la situation différait. Le chaume provenait de la récolte elle-même. Mais cela créait un dilemme. La paille servait de fourrage pour les animaux. L'utiliser pour le toit signifiait réduire l'alimentation du bétail. Walter de Henley, écrivant dans les années 1270, conseillait « Ne vendez pas votre chaume, ni ne le retirez du sol si vous ne le voulez pas pour chaumer. » La communauté pourrait contribuer des matériaux. Chaque famille donnant quelques bottes de paille, l'accumulation pourrait suffire. Une partie du chaume de l'ancien toit pourrait être récupérée, bien qu'en mauvais état. Ce qui ne pouvait être rassemblé gratuitement devait être acheté. La famille avait peu d'argent liquide. Pour acheter des matériaux, ils pourraient devoir vendre quelque chose. Un poulet, un cochon, une partie de leur réserve de grains. Chaque vente réduisait leurs ressources futures. Alternativement, ils pourraient emprunter, créant un fardeau qui pèserait pendant des années. Une fois la permission obtenue et les matériaux rassemblés, le défi suivant s'imposait: la reconstruction elle-même. Les matériaux rassemblés, l'heure était venue de reconstruire.
Mais élever un toit exigeait des compétences spécialisées acquises au fil d'années de formation. Les charpentiers étaient essentiels pour tout travail sur la structure en bois. Ces artisans, formés à travers le système des guildes, progressaient d'apprenti à compagnon puis à maître. Un apprenti charpentier passait 7 ans ou plus à apprendre son métier, observant, pratiquant, maîtrisant progressivement les techniques complexes. Si le cadre de Krök avait été endommagé, réparer ce dommage exigeait l'œil expert d'un charpentier. Une poutre de Krök fissurée pouvait peut-être être renforcée. Une poutre brisée devait être remplacée, un travail majeur nécessitant de trouver un arbre avec la bonne courbure naturelle, de le tailler, de le lever en place. Les couvreurs de chaume construisaient et réparaient les toits de paille, de roseaux, d'herbes séchées. Ce n'était pas simplement empiler de la paille. Le chaume devait être posé selon une technique précise, les bottes liées aux chevrons avec de la corde goudronnée ou maintenues par des souets. L'angle du chaume, le chevauchement des couches, le débord aux avant-toits, tout cela exigeait un savoir-faire transmis par apprentissage. À Norwich, en 1449, des riders, poseurs de roseaux, figuraient dans la procession du Corpus Christi, témoignant de la reconnaissance de leur métier. Mais embaucher ces artisans coûtait cher. Comment une famille paysanne pouvait-elle se le permettre? Pour la plupart, c'était impossible. Cela nous amène à la solution médiévale, la mobilisation du travail communautaire. Tous les voisins aident à construire la maison. C'était littéral. Les voisins, les parents, la communauté fournissaient la main-d'œuvre non qualifiée. Ils transportaient les matériaux, soulevaient les poutres, préparaient les bottes de chaume, assistaient l'artisan qualifié. Imaginez la scène. Une dizaine d'hommes du village se présentent à l'aube. Certains sont des parents, le frère du paysan, ses cousins, son beau-frère. D'autres sont des voisins avec qui il a partagé des travaux agricoles pendant des années, des hommes qu'il a aidés lors de leur propre crise. Un charpentier du village, s'il y en a un, guide le travail, dirigeant les efforts avec l'autorité de l'expertise. Les hommes travaillent ensemble, leur voix se mêlant dans l'effort collectif. L'un crie des instructions, un autre lance une plaisanterie sur la tempête, provoquant des rires nerveux qui soulagent la tension. Le travail physique est dur, soulever des poutres lourdes, grimper sur des structures instables, travailler dans le froid hivernal. Mais il y a aussi une camaraderie profonde, un sens de but partagé qui transforme le travail en rituel communautaire. Les femmes participaient aussi. Les registres révèlent que les femmes plantaient pois et haricots, désherbaient, battaient, vannaient, chaumaient. Les femmes possédaient les compétences de base du chômage. Elles pouvaient assister à la préparation des matériaux, trier les bottes de chaume, retirer les brins endommagés, organiser le matériau pour que les hommes puissent le poser efficacement. De plus, pendant que les hommes travaillaient à la reconstruction, les femmes préparaient les repas pour l'équipe, car nourrir ceux qui donnaient leur temps était une obligation. Elles s'occupaient des enfants, maintenaient le ménage. Les enfants plus âgés transportaient des matériaux plus légers, allaient chercher des outils. Ce faisant, ils apprenaient. Un garçon aidant à reconstruire observait comment les poutres s'emboîtaient, comment le chaume était posé. Ces connaissances lui serviraient toute sa vie. Le processus commençait par l'évaluation et la réparation du cadre. Le charpentier inspectait méthodiquement chaque élément de la structure. Il sondait les poutres avec son couteau, cherchant les zones molles qui révélaient la pourriture. Il examinait les joints, testant leur solidité en appliquant une pression. Les poutres fendues devaient être remplacées.
Les joints affaiblis devaient être démontés, les surfaces retaillées pour créer un meilleur ajustement, puis réassemblées avec des chevilles de bois. Si une grande poutre de croc s'était brisée, le défi était considérable. Il fallait trouver un arbre approprié, l'abattre, le tailler, le transporter au village. Ensuite venait le façonnage précis, taillant le bois pour qu'il s'adapte exactement à la structure existante. Chaque joint devait être parfait. Un ajustement lâche affaiblirait toute la structure. Un ajustement trop serré pourrait fendre le bois lors de l'assemblage. Lever la nouvelle poutre en place était un moment dramatique, nécessitant une douzaine d'hommes travaillant en coordination parfaite. Au signal du charpentier, ils soulevaient ensemble, leurs muscles tendus par l'effort. Lentement, centimètre par centimètre, la poutre s'élevait. D'autres hommes guidaient le sommet avec des cordes, s'assurant qu'elle se déplaçait dans la bonne direction, évitant qu'elle ne bascule et ne blesse quelqu'un. La tension était palpable. Un faux mouvement pouvait ruiner des jours de travail. Puis, finalement, la poutre s'insérait dans sa position, les joints s'emboîtaient avec un claquement satisfaisant et un soupir collectif de soulagement parcourait l'équipe. Une fois la charpente réparée, reconstruire la structure du toit constituait l'étape suivante. Les chevrons devaient être vérifiés un par un. Ceux qui étaient fendus ou pourris devaient être remplacés. De nouveaux chevrons étaient taillés à la bonne longueur, positionnés à intervalles réguliers le long de la longueur du toit, fixés solidement aux poutres de croc avec des chevilles de bois. Les bottes de chaume devaient être triées avec un soin méticuleux. Les brins endommagés, moisis ou cassés, étaient retirés et mis de côté, peut-être utilisables comme litière pour les animaux. Seul le chaume de bonne qualité était utilisé pour le toit, car le matériau de mauvaise qualité se dégraderait rapidement, nécessitant des réparations prématurées. Les bottes étaient organisées par taille et qualité, les meilleures réservées pour les couches extérieures les plus exposées au vent et à la pluie. La pose du chaume suivait une technique précise transmise de génération en génération. Le travail commençait par le bas du toit, au niveau des avant-toits. La première rangée de bottes était fixée au chevron, les brins de paille pointant vers le bas pour permettre à l'eau de ruisseler. Chaque botte était liée fermement avec de la corde goudronnée, les nœuds serrés pour résister au vent violent qui avait causé le désastre initial. La deuxième rangée était posée juste au-dessus, chevauchant la première de manière à ce qu'aucun chevron ne soit visible, créant une barrière continue contre les éléments. Le chevauchement devait être suffisant pour assurer l'étanchéité, mais pas excessif, ce qui aurait gaspillé les précieux matériaux. Rangée par rangée, les hommes progressaient vers le sommet du toit, travaillant méthodiquement. L'angle du toit devait être correct, généralement autour de 45 degrés. Trop plat, l'eau stagnait et s'infiltrait, pourrissant le chaume de l'intérieur. Trop raide, le chaume risquait de glisser, et le vent trouvait plus de prise. Les avant-toits devaient déborder. 3 pieds étaient traditionnels, environ 1 mètre, pour projeter l'eau loin des murs de torchis, protégeant ainsi la structure entière de l'humidité destructrice. Combien de temps? Si seul le chaume avait été arraché, peut-être quelques jours avec une bonne équipe. Si le cadre avait été gravement endommagé, cela pouvait s'étendre à plusieurs semaines. Chaque jour était un jour de plus que la famille vivait de la charité, un jour de plus d'anxiété. Mais le travail communautaire n'était pas qu'une corvée, c'était aussi un événement social. Les histoires étaient partagées, les relations se renforçaient. De la nourriture et de la bière étaient partagées aux pauses. À travers ces heures de travail, les liens communautaires se renforçaient. Une compréhension tacite imprégnait tout. La prochaine fois, cela pourrait être moi. En aidant aujourd'hui, on créait une obligation réciproque. Ce système d'assurance mutuelle informelle
constituait le filet de sécurité sociale réel du monde médiéval. Aucun gouvernement ne viendrait. Aucune compagnie d'assurance ne paierait. Mais vos voisins viendraient, parce que vous étiez venus pour eux, et parce qu'ils savaient qu'ils auraient besoin de vous à leur tour. Toutes les familles ne partaient pas avec les mêmes ressources. Certains étaient particulièrement vulnérables. Si une maison était dirigée par une veuve, l'effondrement créait une crise amplifiée. Elle avait déjà perdu son mari. Maintenant, elle perdait son logement. Elle ne pouvait accomplir le travail physique lourd de reconstruction. Sa vulnérabilité économique était extrême. Les veuves médiévales occupaient une position précaire. Certaines héritaient d'un douaire, généralement un tiers des terres. Mais beaucoup n'avaient rien. Elles survivaient en travaillant comme domestiques, laveuses ou en accomplissant des tâches agricoles payées à la journée. Les guildes offraient une certaine protection. Elles donnaient une aide aux veuves de membres. Les statuts stipulaient que si un frère mourait, sa veuve recevrait un soutien. La guilde pouvait lui verser une pension, payée pour l'apprentissage de ses fils. Si la maison de la veuve s'effondrait, les membres se mobilisaient pour la reconstruire. Mais pour celles sans connexion, la situation était sombre. Elle dépendait de la charité communautaire. L'Église intervenait souvent. Les paroisses avaient des obligations envers leurs membres les plus vulnérables. Le curé pouvait organiser une collecte. Les femmes enceintes faisaient face à un péril ajouté. Dans un contexte où environ une femme sur 100 mourait lors de chaque accouchement, la grossesse était dangereuse. Une femme enceinte, dont le toit s'effondrait, avait besoin d'un abri stable pour donner naissance. Le stress de la catastrophe pourrait déclencher un travail prématuré. Les conditions du logement temporaire mettaient en danger la mère et l'enfant. La communauté reconnaissait cette vulnérabilité particulière. Une femme enceinte recevait souvent une priorité dans l'attribution d'un abri. La reconstruction de sa maison pourrait être accélérée, les voisins travaillant avec une urgence accrue. Pour les enfants en bas âge, la mortalité était brutale. Environ un quart des enfants mouraient avant l'âge d'1 an. Au total, près de la moitié succombaient durant l'enfance. L'exposition au froid durant le déplacement pouvait être fatale. Les maladies comme la pneumonie étaient omniprésentes. Pour les parents, le besoin de sécuriser un abri rapidement était amplifié par la peur pour la vie de leurs enfants. Les personnes âgées et infirmes présentaient d'autres défis. Les ménages incluaient souvent des parents âgés. Ces personnes étaient moins capables d'aider. Pourtant, elles avaient besoin d'être nourries, abritées, soignées. Et elles étaient plus vulnérables au froid. Une personne âgée avec de l'arthrite souffrait terriblement en dormant sur un sol dur. La communauté médiévale avait une éthique de soins pour les vulnérables. Les guildes prenaient soin des membres malades, soutenaient les veuves et orphelins. Mais il y avait aussi la réalité des ressources limitées. Lorsque tout le monde luttait pour survivre, combien pouvait-on donner pour ceux qui ne pouvaient contribuer en retour? Malgré ces tensions, les communautés médiévales faisaient généralement des efforts considérables pour protéger leurs membres les plus vulnérables. Les personnes âgées recevaient les meilleures places près du feu. Les enfants étaient nourris en premier. Les femmes enceintes recevaient des soins particuliers. Le toit était reconstruit. La famille retournait dans sa maison. Mais l'histoire ne se terminait pas là. L'effondrement laissait des impacts durables. La famille avait probablement accumulé des dettes considérables. Si elle avait emprunté 10 ou 15 shillings pour acheter des matériaux et payer des artisans, ce prêt devait être remboursé, souvent avec un intérêt qui pouvait atteindre 10 ou 20% par an. Dans une économie où les paysans gagnaient à peine assez pour survivre, rembourser une telle somme signifiait des années de privation. Chaque automne,
Après la récolte, une portion substantielle du grain allait directement au créancier, avant que la famille ne puisse manger ou vendre quoi que ce soit. Si la famille avait vendu du bétail, un cochon qui valait peut-être 3 ou 4 shillings, ses ressources devaient être remplacées. Mais élever un nouveau cochon prenait plus d'1 an, et pendant ce temps, la famille se passait de la viande, de la graisse et du revenu que l'animal aurait fourni. Les années suivantes seraient marquées par l'austérité visible. Les repas deviendraient plus simples, plus de bouillie et moins de viande. Les vêtements seraient raccommodés encore et encore plutôt que remplacés. Les petits luxes, un peu de miel, une coupe de tissu coloré pour une robe de fête, disparaîtraient complètement. Les récoltes futures étaient déjà engagées pour le remboursement. La famille vivrait avec des marges plus minces, vulnérable à toute nouvelle crise. Une mauvaise récolte, une maladie, un autre accident, et la spirale descendante vers la famine complète commencerait. Cette pression économique pouvait durer des années, parfois une décennie entière. Certaines familles ne s'en remettaient jamais vraiment, restant endettées pendant des générations, transmettant ce fardeau à leurs enfants. Mais un autre type de capital s'accumulait, le capital social. En recevant l'aide de la communauté, la famille avait contracté des obligations réciproques. Lorsqu'un voisin ferait face à sa catastrophe, la famille devrait répondre. Cette obligation n'était pas un fardeau, mais une assurance. Par ces échanges, les communautés tissaient un filet de sécurité. Avoir été aidé créait des liens. Aider à son tour démontrait la fiabilité. Le capital social, dans le monde médiéval, était plus précieux que le capital économique. Ayant survécu à l'effondrement, la famille avait appris. L'importance de l'entretien était gravée dans l'expérience vécue. Le rechômage régulier, vérifier les poutres pour la pourriture, renforcer les points faibles, tout prenait une nouvelle urgence. La famille pourrait stocker des matériaux quand possible. Ces petites réserves, si une autre tempête frappait, pourraient accélérer la réparation. L'expérience se transmettait entre générations. Les enfants qui avaient vécu l'effondrement portaient ces souvenirs à l'âge adulte. Ils comprenaient l'importance de la communauté. Ils avaient appris comment reconstruire, comment naviguer dans les obligations, comment mobiliser l'aide. Ce savoir intergénérationnel préparait chaque nouvelle génération. Pourquoi tant de maisons médiévales ont-elles survécu? La réponse se trouve dans un paradoxe économique. La chute des salaires durant le XIIIe siècle rendit le remplacement plus coûteux que la réparation. Cette pression économique, combinée aux obligations légales, créait de puissantes incitations à entretenir les bâtiments. Le résultat? Nous pouvons encore voir ces structures aujourd'hui. Comparons à aujourd'hui. Quand une maison est détruite, les propriétaires contactent leur assurance. Un ajusteur évalue, approuve une réclamation. L'argent paie les réparations. Des entrepreneurs sont embauchés. La famille séjourne dans un hôtel. Le gouvernement pourrait fournir une aide. Les mécanismes sont différents. Pourtant, les besoins humains restent identiques. Abri, sécurité, communauté. Après les catastrophes modernes, nous voyons les mêmes impulsions communautaires. Les voisins aident les voisins. Les églises mobilisent le soutien. Les gens font don de fournitures, offrent des logements. L'entraide médiévale résonne dans les réponses modernes. Cela suggère quelque chose de profond sur la nature humaine, notre interdépendance, notre besoin les uns des autres, notre capacité de compassion. L'effondrement d'un toit dans l'Europe médiévale n'était pas simplement un échec structurel. C'était une crise aux multiples dimensions qui testait tous les aspects de la vie paysanne. Pourtant, face à cette vulnérabilité, les populations médiévales avaient développé des stratégies de survie remarquablement efficaces. Le pouvoir de la communauté émerge comme le thème central. L'entraide mutuelle n'était pas de la charité, mais une obligation réciproque ancrée dans la reconnaissance de la vulnérabilité partagée.
tous les voisins aident à construire la maison. Cette phrase capture un système social complexe. Chacun comprenait qu'il pourrait être le prochain à avoir besoin d'aide. Ce filet de sécurité sociale s'avérait plus fiable que toute ressource individuelle. Les guildes jouaient un rôle crucial. Leur statut stipulait « si la maison d'un frère brûle, tous les frères doivent venir à son aide ». Pour les artisans et marchands, appartenir à une guilde signifiait avoir accès à un réseau structuré. Le travail des femmes reste souvent invisible. Les registres le confirment, les femmes participaient au chômage, elles géraient les ressources durant la crise, elles préparaient les repas pour les équipes, elles s'occupaient des enfants, des malades, des personnes âgées. Leur contribution économique était cruciale, pourtant elles restent invisibles dans les archives. Les systèmes légaux créaient à la fois pression et structure. Le régime seigneurial imposait des obligations strictes. La négligence pouvait entraîner la perte de la tenure. Pourtant, cette pression assurait que les bâtiments étaient maintenus. Les lois forestières restreignaient l'accès au bois, mais préservaient la ressource. Les droits coutumiers offraient un accès limité, mais réel. C'était un équilibre délicat entre contrôle seigneurial et besoins paysans. Beaucoup a changé depuis. Nous avons des assurances, des codes de construction, des services d'urgence, des programmes d'aide. Les mécanismes de notre sécurité sont institutionnalisés. Nous ne dépendons pas de nos voisins de la même manière. Pourtant, les besoins fondamentaux demeurent abri, sécurité, appartenance. Après les catastrophes modernes, nous observons les mêmes impulsions communautaires spontanées. Les voisins aident les voisins. Les communautés se mobilisent. L'entraide résonne à travers les siècles. Cela suggère quelque chose de profond. Notre interdépendance ne disparaît pas avec la modernité. Que pouvons-nous apprendre? L'importance de communautés fortes ne peut être surestimée. Les réseaux sociaux robustes fournissent une résilience que les ressources individuelles ne peuvent égaler. La valeur du soutien mutuel organisé complète l'aide informelle. La reconnaissance que la vulnérabilité est universelle. Aider les autres n'est pas seulement de l'altruisme, mais de l'investissement dans la sécurité collective. Les paysans médiévaux faisaient face à des difficultés que la plupart d'entre nous ne peuvent qu'imaginer. Mortalité infantile dévastatrice, avec la moitié des enfants mourant avant l'âge adulte. Espérance de vie courte, environ 35 ans à la naissance, une statistique faussée par la mortalité infantile élevée, mais reflétant néanmoins une vie marquée par la maladie et la difficulté. Travail incessant, de l'aube au crépuscule, 6 jours par semaine, guidé par le cycle implacable des saisons agricoles. Vie au bord de la subsistance, où une mauvaise récolte signifiait la famine, où une maladie pouvait ruiner une famille pendant des années. Pourtant, ils persévéraient avec une détermination qui force l'admiration. Ils élevaient des familles, transmettant leurs connaissances, leurs valeurs, leurs compétences de survie. Ils construisaient et maintenaient des maisons qui dureraient des siècles, témoins silencieux de leur travail et de leur ingéniosité. Les milliers de maisons médiévales encore debout dans les campagnes européennes aujourd'hui ne sont pas des accidents historiques, mais le résultat de générations de paysans entretenant méticuleusement leur structure. Ils créaient des communautés qui se soutenaient à travers les crises, tissant des réseaux d'obligations réciproques qui fonctionnaient comme une assurance collective. Leur résilience venait non du déni de la difficulté. Ils n'avaient pas le luxe de prétendre que la vie était facile, mais de son acceptation réaliste et de la construction délibérée de systèmes sociaux pour y faire face collectivement. Derrière chaque toit effondré se trouvait un drame humain profondément personnel. La peur viscérale quand les poutres cédaient dans l'obscurité, le bruit terrifiant du bois qui se brise.
l'angoisse de parents cherchant frénétiquement leurs enfants dans les débris, comptant les têtes, s'assurant que personne n'était grièvement blessé. L'anxiété lancinante face à un avenir incertain, la question obsédante de comment ils allaient survivre, comment ils allaient reconstruire, comment ils allaient éviter l'expulsion. Mais aussi, et ceci est crucial, l'espoir profond qui surgissait quand les voisins apparaissaient à la porte, offrant un abri sans question ni hésitation. La gratitude débordante pour chaque acte de bonté, pour chaque botte de chaume donnée, pour chaque heure de travail offerte. La satisfaction tangible de voir le nouveau toit prendre forme, rangée par rangée, jour par jour, la structure renaissant de la catastrophe. La fierté, plus tard, de rembourser l'aide en aidant à son tour quand un voisin faisait face à sa propre catastrophe, fermant ainsi le cercle de réciprocité. Les gens médiévaux n'étaient pas si différents de nous. Ils ressentaient les mêmes émotions fondamentales. Peur, espoir, amour, gratitude. Ils avaient les mêmes besoins humains, sécurité, appartenance, dignité. Ils posèrent les mêmes questions existentielles sur le sens et le but de la vie face à la souffrance. La vie médiévale était dure, incertaine, souvent brutale. Mais au milieu de toute cette dureté, il y avait des notes de grâce, l'entraide mutuelle, le soutien communautaire, la bonté humaine. Quand la tempête frappait et que le toit s'effondrait, les paysans médiévaux survivaient non pas seuls, mais ensemble. C'est un témoignage de la résilience humaine et du pouvoir de la communauté qui résonne à travers les siècles, nous rappelant des vérités que notre monde moderne oublie parfois. Dans la fragilité partagée, nous trouvons notre force. Dans l'interdépendance reconnue, nous découvrons notre sécurité. Dans la générosité réciproque, nous construisons notre résilience collective.